Le procès de Nuremberg touche à sa fin. Les accusés, à l'exception de 2 ou 3 d'entre eux, ne doivent guère se faire d'illusions. Leurs crimes sont trop manifestes, trop horribles, trop massifs pour qu'ils puissent escompter la moindre indulgence. Peut-être ont-ils quand même médité cette parole de Goethe que cite l'accusateur britannique, Sir Hartley Shawcross. Le destin frappera les Allemands parce qu'ils se donnent avec une crédulité totale à la première crapule qui fait appel à leurs instincts les plus bas, qui flatte leurs vices et leur enseigne la conception la plus bestiale du patriotisme. Les journalistes qui attendent avec une certaine curiosité les ultimes déclarations des accusés, le règlement de la Cour leur donne le droit de prendre la parole en dernier, seront bien déçus. Ces textes, bien que longuement échafaudés, révisés, fignolés, sont d'une platitude à toute épreuve. Le moins inintéressant est encore celui de Hess, qui, dans un véritable discours, attribuera toutes les horreurs à une conspiration de juifs internationaux ou de francs-maçons qui auraient brouillé l'esprit des hommes de bonne volonté, dont lui-même sans doute, en leur administrant quelques drogues maléfiques. Frank reconnaît en sanglotant ses terribles fautes. Funk admet qu'il s'est laissé entraîner. Kettel et Raeder déclarent n'avoir fait que leur devoir de soldats. Papen invoque Dieu, qui, seul, a le droit de juger. Les autres se réfugient dans des arguties pitoyables. Tous accablent Hitler. Tous protestent de leur ignorance des crimes perpétrés par le Führer et par lui seul. Elle est loin, l'époque où le moindre satrape nazi se pavanait au soleil hitlérien. La cour s'ajourne d'abord au 23 septembre, puis au 30. C'est que la rédaction d'un jugement dont chaque parole entrera dans l'histoire pose de multiples problèmes. D'autant plus que le juge soviétique Nikitchenko est sur plusieurs points en désaccord avec ses collègues occidentaux. Finalement, il faudra même voter et se contenter d'adopter le texte de la majorité. Nikitchenko se rabattra sur la coutume anglo-saxonne qui admet les jugements divergents. Ce n'est toutefois qu'une satisfaction platonique. Son jugement ne sera pas lu à l'audience. Il n'aura aucune signification pratique, si bien qu'il pourra intéresser tout au plus la littérature juridique et les spécialistes de l'histoire. Le 30 septembre 1946, dès 8 heures du matin, le palais de justice est en état de siège. Dans les rues avoisinantes, un nombre impressionnant de cars de police. Aux différentes entrées, des contrôles renforcés étudient attentivement les laissez-passer spéciaux et vérifient le contenu des serviettes. Après une fouille personnelle, très minutieuse, les élus peuvent enfin pénétrer dans la salle d'audience. Les accusés apparaissent par petits groupes de 2 ou 3. L'ascenseur qu'ils doivent emprunter pour monter de la prison n'a qu'une capacité limitée. La plupart semblent d'excellente humeur. Ils bavardent, échangent des poignées de main. Seuls Schacht et Funk sont graves et silencieux. Comme toujours, Göring arrive le dernier. Comme toujours, il est seul vêtu de son uniforme gris clair. Avant de s'asseoir à sa place habituelle, il tend la main à Kettel et von Schirach. Ce jour-là, les accusés ne connaîtront qu'une partie de leur sort. Les chefs d'accusation dont chacun d'eux a été reconnu coupable. Quant au verdict, ils n'en auront connaissance que le lendemain après-midi. Ils seront alors introduits l'un après l'autre dans la salle pour entendre individuellement la sentence. Procédure assez morne, malgré l'attention tendue de tous. Le débit monotone des interprètes a un effet engourdissant. L'exposé des motifs paraît interminable. Ce n'est que le lendemain que le texte entame l'examen de chaque cas. Göring, la tête baissée, un doigt appuyé sur l'écouteur, entend le fatal coupable sur les 4 chefs d'accusation, sans bouger un muscle. Il sait pourtant ce qu'il attend, la condamnation à mort. Ses lèvres serrées sont figées dans un sourire imperceptible. S ne semble pas se rendre compte qu'on parle de lui. L'air absent, il griffonne on ne sait quoi sur une feuille de papier. Il a dédaigné les écouteurs. Comme Göring se penche vers lui pour lui chuchoter les attendus, il hoche à peine la tête et continue à gribouiller. Kettel, très raide, Kaltenbrunner, dont les mâchoires semblent broyer du chewing-gum,
Frank qui secoue légèrement la tête en entendant son nom, Stretcher qui ostensiblement croise les bras et s'appuie contre la côtoire, Funk qui s'agite, la bouche tiraillée de tiques, Schacht, impassible dans son coin, et qui sourit en apprenant son acquittement. On n'a pas l'impression d'assister au dernier acte d'une effroyable tragédie. À 13h45, cette première partie de la lecture du verdict est enfin terminée. Fritsch et von Papen, les deux autres acquittés, se lèvent brusquement, sortent du box des accusés, mais seulement après avoir pris congé de Göring et de Dönitz. Dans les couloirs, Schacht, assailli par les chasseurs d'autographes, déclare tranquillement. « J'ai 2 enfants de 3 et de 4 ans. Ils ignorent ce qu'est le chocolat. Je vendrai donc ma signature contre du chocolat. » Au milieu des rires, éclate la voix indignée d'un journaliste français. « C'est écœurant !» À 14h50, la Cour entame sa 407e et dernière audience. Cette fois, sur ordre du président, pas de photographe. Dans un silence lourd, tendu, tous les regards sont braqués sur la porte derrière le box des accusés. Enfin, elle s'ouvre, doucement, sans bruit. Du rectangle obscur émerge la silhouette massive de Göring, suivie de 2 MP. Son visage paraît livide, affaissé. D'un geste là, il prend les écouteurs. Accusé Hermann Wilhelm Göring. Göring agite les mains. Le système de transmission est tombé en panne. Un officier se précipite pour le rétablir. La voix monocorde de l'interprète reprend. Conformément au chef d'accusation dont vous avez été reconnu coupable, vous êtes condamné à la pendaison. Très calme, Göring enlève les écouteurs, exécute un demi-tour droite très militaire et sort. S, lui, refuse les écouteurs, si bien qu'il n'entendra même pas sa condamnation à la détention perpétuelle. Un MP lui touche l'épaule pour lui faire comprendre qu'il doit se retirer. Ribbentrop, blême, Kettel, le visage fermé, Kaltenbrunner esquissant un sourire, Rosenberg qui doit visiblement lutter pour conserver un semblant de sang-froid, Frank, les mains levées dans un geste suppliant et qui hoche la tête comme pour approuver sa condamnation, Stretcher qui se plante sur ses jambes écartées, Sockel, sombre et rageur, Jodl qui émet une sorte de sifflement dédaigneux avant de se détourner, à la mort par pendaison. Funk a certainement redouté de subir le même sort. En entendant les mots « à la détention perpétuelle », il éclate en sanglots et, maladroit, pitoyable, s'incline devant les juges. 18 fois la porte a glissé dans ses rails. Chaque annonce de verdict a pris environ 4 minutes. À 15h40, la Cour se retire. Son rôle historique est terminé. Dehors, c'est la ruée sauvage des journalistes vers le central téléphonique et les téléscripteurs. Le soir même, la presse mondiale annonce 12 condamnés à mort. Göring, Ribbentrop, Kettel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frick, Frank, Stretcher, Sockel, Jodl, Seyssinkart et, par contumace, Martin Bormann. S, Funk et Raeder condamnés à la détention perpétuelle. Chirac et Speer à 20 ans. Neurath à 15. Dönitz à 10. Schacht, von Papen, Fritsch sont acquittés.